Donc M. Grumetz, vous le connaissez, il est déjà venu donner des conférences aux antiquaires du temps où nous étions dans notre petite bibliothèque. Donc on s'était beaucoup serré, là on est quand même dans un cadre qui nous permet d'être quand même beaucoup plus à l'aise et de vous accueillir beaucoup plus nombreux. Et donc il va traiter d'un sujet dont les politiques et le patronat s'étaient beaucoup emparés, la misère des ouvriers au 19e, mais lui sous l'angle, cette fois-ci, des écrivains, ce qui est peut-être un petit peu moins fréquent chez nous, même si le sujet est parfaitement pourtant évident. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux, c'est très impressionnant. Voilà, donc vous me permettrez d'emblée de vous informer que je vais lire mes notes parce que j'ai fait la promesse aux organisateurs d'être le plus concis possible dans le temps qui m'est imparti, alors afin d'éviter toute dispersion possible, je vais faire en sorte de lire les notes que j'ai préparées à votre attention. Alors, dans l'annonce qui est... Vous m'entendez bien, c'est bon, au niveau micro, d'accord. Dans l'annonce qui a été faite de cette conférence, hein, ce préambule où on indiquait qu'en effet, la question sociale a été une question récurrente au XIXe siècle, parce qu'elle ne l'est pas toujours, c'est une autre question, un autre débat, mais en tout cas, elle a traversé tout le XIXe siècle, et les autorités sociales, politiques, religieuses, économiques, philosophiques se sont emparées de cette question qui était consubstantielle à la révolution industrielle et comme la présidente le soulignait tout à l'heure, à la misère des ouvriers et des ouvrières de l'époque. Donc le traitement de la question sociale n'a pas échappé non plus aux écrivains du 19e. Bon, alors le plus célèbre d'entre eux, Victor Hugo, vous connaissez sans doute son discours préparé. On n'est pas sûr qu'il l'ait tenu pour l'Assemblée nationale en mars 1851, après une visite qu'il avait faite des caves de Lille, et où il voulait intervenir sur les logements insalubres. Messieurs, elle est à Rouen, à Lyon, à Reims, à Amiens, à Tourcoing, à Roubaix. Donc il dénonçait déjà cette misère. Alors on a d'autres écrivains qui se sont aussi emparés de cette question, peut-être moins connu par rapport au traitement de celle-ci, Georges Sand, qui avait, avec son éditeur Pierre Leroux, créé une communauté à Poussac dans la Creuse, son éditeur qui était en même temps philosophe et économiste. Même la comtesse de Ségur, dans son roman La fortune de Gaspard, qui oppose une France rurale à une France industrielle. Bref, et même Verne, on le verra tout à l'heure, hein, notre Amiénois, en tout cas, s'il n'est pas né Amiens, nous l'avons largement récupéré, a traité de la ville idéale, des théories hygiénistes qui étaient aussi importantes au XIXe siècle. En tout cas, notre propos après-midi va tourner autour de deux écrivains très célèbres, qui se connaissaient d'ailleurs eux-mêmes, puisqu'ils avaient le même éditeur, c'est Hector Malot et Émile Zola. Et on va procéder, si vous voulez bien, à l'analyse de ces deux romans et de leurs influences. Alors, sans chauvinisme aucun, c'est pas parce que je viens de la vallée de la Nièvre que je commence par Hector Malot, mais il s'avère que pour qu'on trouve une cohérence au propos, il faut mieux commencer par Hector Malot, vous allez comprendre. Alors, c'est le roman En famille. Alors évidemment, je sais qu'on confond souvent ce roman-là avec le roman Sans famille, qui a été très célèbre, dont on fait encore à notre époque des représentations cinématographiques, théâtrales, etc. Bon, même assez récentes. Pardon, ah voilà. Merci de me souligner, il faut que je me rapproche en effet du micro. Oui, alors je disais que Hector Malot s'était rendu extrêmement célèbre par le roman Sans famille, mais il s'avère que 14 ans après ce roman, il a écrit un autre roman qui s'appelle En famille et qui est largement inspiré des filatures Saint-Frère de la vallée de la Nièvre. D'ailleurs, il est venu en juillet 1892, passer 8 jours à Flixecourt pour se documenter. La chance pour lui, c'est qu'il a pu rencontrer un ingénieur de la maison Saint-Frère, qui était le frère d'un de ses amis d'études, quand il avait mené ses études de droit à Rouen, donc un dénommé M. Bonfillier, et celui-ci l'avait
beaucoup documenté sur l'industrie du jute. Donc ce roman a eu le même succès d'ailleurs que Sans famille à l'époque. Il a été traduit également dans plusieurs langues. Et Malo, qui vivait bien de sa plume, a aussi bien gagné autour de ce roman. Donc, je ne vais pas vous décrire, je vous invite, ce roman, on l'a déjà réédité, il faut que je fasse très attention à cette histoire de micro, on l'a déjà réédité en 2007 à l'occasion du 150e anniversaire de son décès. Ce sont les éditions Ancrage, les éditions amiénoises qui l'avaient republié, ça en est vendu pas mal d'exemplaires, mais je suis convaincu que si vous le commandiez par exemple chez Martel, je fais aucune publicité particulière, vous pourriez le trouver. Et donc je ne vous raconterai pas toute l'histoire parce qu'on n'a pas trop le temps, et en même temps je souhaiterais me consacrer un peu plus au roman Travail de Zola, qui est vraiment, si j'ose dire, familièrement un pavé important qui fait un peu plus de 600 pages, et c'est tellement riche et tellement dense que là il y a un peu plus de temps à passer que sur le roman en famille. Bref, le roman en famille, c'est une jeune fille de 12-13 ans qui arrive dans la Somme, dans la vallée de la Nièvre, pour retrouver sa famille paternelle. Elle est française par son père, qui est le fils du grand propriétaire des usines de la vallée, qui dans le roman s'appelle Vulfran Balavoine. Le fils est parti aux Indes pour justement le jute, et là on voit que Hector Malo s'est extrêmement bien documenté. Cette jeune fille, dès le début du roman, on sait qu'elle est orpheline, elle a perdu son père en Bosnie lors d'un périple pour revenir en France à bord d'une roulotte. Elle a perdu sa mère en arrivant sur Paris, et elle a pour mission de retrouver sa famille paternelle, c'est-à-dire son grand-père, le père de son père, qui est le grand industriel de la vallée, je vous disais, Vulfran Balavoine. Et donc là, il y a aussi beaucoup de personnages, et c'est un roman. Malo voulait à la fois traiter aussi du travail des enfants dans les usines. Vous savez qu'au XIXe siècle, les enfants travaillaient très jeunes. Il y a eu 3 lois qui ont régi la date d'entrée des enfants dans les usines en France, pas spécialement dans la vallée, et sur Flixecourt ou ailleurs. La loi de 1841 qui permettait que les enfants travaillent dès l'âge de 8 ans, celle de 74, 10 ans, et celle de 1892, l'année où Malo a écrit son roman, qui a été publié un an après, c'était 12 ans. Donc il voulait à la fois traiter du travail des enfants dans l'industrie textile, mais il voulait aussi traiter de la question sociale. Et donc, pour se documenter, en même temps qu'il avait pu rencontrer un ingénieur de la Maison Saint-Frère, il s'était documenté auprès de Jules Simon, qui était ministre à cette époque-là, au moment de l'écriture de romans, et qu'il connaissait, puisqu'avant d'être un écrivain célèbre, Hector Malo avait été journaliste. Il avait été d'abord journaliste dans le journal de Jules Simon, justement, L'Opinion pour tous, et il avait été aussi journaliste à l'Opinion nationale, qui était, c'était 3 ans plus tard, un journal, plutôt, on va dire, saint-simonien, phalanstérien, mais on y reviendra très largement tout à l'heure à propos du second roman. Donc, il se renseigne auprès de Jules Simon, et voilà la réponse que Jules Simon lui fait, je vais vous la lire. Le plus grand service qu'on puisse rendre aux ouvriers est de bien les loger et de les rendre propriétaires de leur maison. Des sociétés pour la fondation de maisons d'ouvriers sont créées, avec un système leur permettant d'acheter un logement à crédit. Si de plus on se rappelle que l'ouvrier bien logé et propriétaire cesse complètement de fréquenter le cabaret, etc., etc. Je ne dis pas l'essentiel de la lettre. Donc, on a déjà la question du logement ouvrier qui est abordée dans ce roman. Et dans des notes que Malo a prises avant de construire le synopsis du roman, là je fais parler Hector Malo, il faut n'avoir jamais passé quelques heures dans un village industriel pour accepter sans révolte la comparaison qui s'établit entre l'existence
du patron et celle de l'ouvrier. Quand la journée finit, chacun d'eux revient chez soi. C'est ainsi que j'ai vu le château au milieu de son parc, avec ses fleurs, son ameublement luxueux, ses serfs, ses écuries, ses équipages, et le village ouvrier avec sa misère et sa saleté, ses cabarets empoisonneurs. Il y a une disproportion que des cœurs généreux, des cœurs de patrons, croient devoir effacer en partie par des fondations d'économie sociale. Alors, ça se traduit par le fait qu'à la fin du roman, sa petite fille, qui ne s'était pas révélée dès le début du roman comme étant sa petite fille, c'est vraiment une happy end qui fait qu'elle retrouve et qu'elle le convainc de faire des logements pour les ouvriers, de faire des crèches, et donc mais la transformation qui à coup sûr eût frappé le plus vivement surpris et même stupéfié celui qui serait resté un an absent de Marocourt. Alors Marocourt, c'est Flixecourt. Malo a changé les noms des communes. Bizarrement, dans le roman, il n'y a qu'une seule commune dont il n'a pas changé le nom, c'est Piquigny. Parce que l'héroïne, avant de venir sur Marocourt, ou Flixecourt, arrive à la gare de Piquigny. Bref, était celle qui avait bouleversé le pape même de M. Villefranc, dans des pelouses qui, le prolongeant, descendaient jusqu'aux entailles avec lesquelles elles se confondaient. Et puis, alors il parle des logements qui se sont construits dans les villages, Hercheux, Saint-Pipois, Bacourt, Flexel, enfin tout ça, ce sont des noms inventés. Et puis il va inviter son ingénieur, M. Fabry, à se rendre à Noisiel. Mon amie Elisabeth un peu plus loin, on évoquera certainement Noisiel tout à l'heure, où se trouvait le chocolatier Émile Justin Meunier, qui lui aussi avait réalisé des maisons ouvrières, d'aller se renseigner en Angleterre sur les cercles ouvriers, etc. Donc voilà, je ne sais pas si je dois m'étendre plus sur ce roman-là, on pourra y revenir tout à l'heure peut-être au moment des questions. Bref, ce roman, comme je vous ai dit, a pour but de traiter du travail des enfants dans l'industrie textile, qui travaillaient très jeunes, et en même temps de l'amélioration que les industriels peuvent apporter dans le logement de leurs ouvriers et leurs ouvrières, et d'un certain nombre de dispositions sociales. Alors, on parlait des théories économiques. Celui qui a critiqué ce genre de fondation, c'est Yves Guyot, qui était un économiste assez célèbre à l'époque, qui lui s'opposait totalement à la philanthropie paternaliste. Encore que le mot était rarement usité par les industriels, puisqu'on parlait plutôt de patronage industriel. Le mot paternalisme est venu beaucoup plus tard, on dit même qu'il viendrait des États-Unis, en prenant toute sa connotation un peu péjorative maintenant. Donc, cet économiste Yves Guyot était tout à fait opposé à ce genre de fondation d'œuvres sociales, assez curieusement d'ailleurs, puisque lui-même avait été l'ancien secrétaire particulier d'Émile Justin Meunier, dont on parlait à l'instant, à Noisiel. Il en avait été son secrétaire une vingtaine d'années auparavant. Et donc, sachant que Meunier avait réalisé un certain nombre aussi d'œuvres sociales, c'était le mot employé à l'époque, des logements, des crèches, etc. C'est assez curieux que Yves Guyot, quand il a été député, se soit opposé même assez fermement à un député important qui s'appelait Albert Demain, qui était une des grandes figures du catholicisme social, avec son relais à l'Assemblée nationale. Yves Guyot, pour l'anecdote, il a été député à plusieurs reprises, et il a perdu son siège en 1893 en étant battu par René Goblet. Je crois que c'est un nom qui vous parle. Voilà. Donc, il était opposé totalement à cette philanthropie. Il l'a dénoncé sans arrêt au Parlement. Il était plutôt, on va dire, un député dans le courant libéral. Alors, en effet, les théories économiques en présence à l'époque
au Maillot écrit son roman. On a d'une part les libéraux, dont le chef de file est Paul Leroy-Beaulieu, dans la lignée de ceux qui, au début du 19e, s'étaient déjà inscrits dans ce courant philosophique et économique, Adam Smith, Ricardo, etc. On a les réformateurs, Auguste Comte, Saint-Simon, que j'aurai l'occasion d'évoquer à nouveau tout à l'heure par rapport au roman de Zola. On a les catholiques sociaux autour de l'école leplésienne. Alors l'école leplésienne, ça veut dire Frédéric Leplé, qui était vraiment le théoricien du patronage industriel, ou du paternalisme si vous voulez. C'est le grand théoricien, parce que c'est vraiment un mouvement qui a été complètement organisé, structuré et même théorisé par Frédéric Leplé au 19e. Et très souvent, moi, quand j'ai l'occasion de faire des visites, je parle du paternalisme chrétien, puisque c'est le mot qu'on retient, alors que je vous dis, les industriels eux-mêmes parlaient de patronage. Il faut être plus précis en disant chrétien, parce qu'on a les protestants sociaux qui vont intervenir aussi absolument dans ce domaine, comme les catholiques sociaux. Et autant l'école leplésienne a créé une société d'économie sociale au 19e, autant les protestants ont aussi eu leur école, c'était autour de Charles Gide, ce qu'on a appelé l'école de Nîmes, qui est, Charles Gide, le père du mouvement coopératiste. Donc Leplé et Gide sont vraiment les fondateurs, soit par les catholiques, soit par les protestants, des sociétés d'économie sociale qui vont intervenir dans ce domaine au 19e. Alors, on va venir au roman Travail. On pourra revenir tout à l'heure sur le roman En famille d'Hector Manot. Mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que je préférais commencer par le roman Hector Manot qui évoque ces possibilités d'œuvrer pour améliorer la condition des ouvriers, en particulier dans le domaine du logement. On l'avait déjà plus ou moins évoqué avec Victor Hugo, on y reviendra. Mais là, on voit dans le roman de Zola qu'on va au-delà de ces fondations d'œuvres sociales ou d'économie sociale. Là, on va vers l'utopie. C'est-à-dire que là, c'est... D'ailleurs, dès le début du roman de Zola, il y a un maire, le maire de la ville, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est lui-même un industriel, et qui fait la remarque, mais finalement, de quoi se plaint-il, puisque de toute façon, on a déjà créé des œuvres sociales, il parle des ouvriers, du roman bien sûr, on a créé des maisons, on a créé un certain nombre de dispositions pour améliorer leur quotidien, donc finalement, de quoi se plaint-il? Et là, Zola va beaucoup plus loin, et le roman Travail est un roman qui a été écrit, qui a été publié en 1901, qui fait partie d'un cycle romanesque qui s'appelle Les 4 évangiles. Et donc ça, c'est, on va dire, le dernier. Il a fait quantité, travail, vérité, justice. Travail est le second, et on peut dire que c'est le dernier, puisque Vérité a été, enfin c'est pas le dernier, Vérité a été publié après le décès d'Émile Zola, et Justice, il était inachevé, il n'a pas été publié. Donc c'est tout un cycle romanesque, et le travail a vraiment une place particulière dans ce cycle, et surtout par l'utilisation des termes qui sont souvent des références par rapport aux 4 évangiles, des références bibliques. Tout au long du roman, il y a pas mal d'allusions, et il est construit très souvent comme un certain nombre de paraboles. D'ailleurs, c'est une ode à l'utopie fouriériste et à la science, à la religion de la science. C'est le rachat de l'humanité par le travail autour d'un personnage principal qui est Luc Froment, on va y revenir, qui conduit l'homme sur le chemin de l'harmonie, avec des accents bibliques, ce que je vous disais tout à l'heure. D'ailleurs, les frères de Luc, celui qui est le personnage principal du roman, ses frères sont Marc, Matthieu et Jean, vous voyez, il y a toujours ces références-là.
C'est une ode, ce roman, à la réconciliation du capital et du travail, ainsi que des classes. C'est l'avènement d'une cité future, radieuse, la fédération des peuples. C'est la rédemption par le travail, c'est le triomphe des forces du mal incarné par les rentiers, les commerçants, le clergé, les notables. Ainsi, les personnages se représentaient tels des archétypes, voire de manière parfois manichéenne, des situations mêlant les intrigues passionnelles et les statuts sociaux. Donc, je vous disais, c'est vraiment un gros pavé. Il y a une pléthore de personnages, il y a plein de drames, il y a des tas d'intrigues. Je vais plutôt m'attarder à ce qui a été l'esprit du roman et sa genèse. Donc l'esprit du roman, je viens de vous le dire à l'instant, une ode à l'utopie fourriériste et à la science. C'est vrai que Zola avait été énormément aussi marqué par l'exposition universelle de 1900 et du pavillon de l'électricité. Donc à la fois, c'est beaucoup les thèses de Fourier, mais c'est aussi une ode à la science, et en particulier tous les bienfaits de l'électricité, tels que un des personnages du roman vont s'employer à démontrer. Alors, la genèse du roman, Zola s'est inspiré des aciéries du Nieu, dans la Loire, de Jacob Holzer, qui était un ouvrier alsacien devenu maître des forges, et qui s'était aussi inspiré de Dollfus, son compatriote, pour œuvrer dans le domaine de la création de logements ouvriers. Il avait également eu, je parle de Zola, contact avec un ardent fourriériste et ami Gaudin qui lui avait donné à lire son ouvrage « Solution sociale ». Solution sociale, c'est un ouvrage de Jean-Baptiste Gaudin, ainsi que « Solidarité » d'Hippolyte Renaud. Alors, cet ami, cet ardent fourriériste, c'est Jean-Baptiste Noireau, le libraire phalanstérien, et qui avait envoyé une lettre à Marie Moret, la compagne de Jean-Baptiste Gaudin, le 8 février 1901. « J'ai à vous annoncer aujourd'hui que j'ai acquis à la doctrine de l'association du capital, du travail et du talent le plus lu des écrivains de France, Émile Zola. » Zola s'était peut-être également intéressé dans son exil à Londres à la condition ouvrière des salariés des manufactures anglaises, voir l'expérience de Robert Owen, son utopie coopérative au New Lanark en Écosse. Je cherche mon ami André dans la salle. Voilà, André, ça va lui rappeler aussi des souvenirs. On a eu l'occasion il y a plusieurs années, lors d'un périple que nous avons fait en Écosse, à la fois pour nous rendre à Dundee, où toute l'histoire du jute a commencé en Europe, et que Malo cite à plusieurs reprises dans son roman En famille. Je crois que là, je ne vais pas aller plus loin. Beaucoup ont eu l'occasion soit de faire des visites avec moi, soit peut-être assister à certaines conférences sur Saint-Frère ou autres, où j'ai évoqué le fait que nous sommes reliés dans l'histoire du jute à cette ville d'Écosse de Dundee, qui, dans cette ville, se trouvaient parmi d'autres entrepreneurs les frères Baxter, qui ont envoyé le fils, le plus jeune fils de leur directeur, s'installer à Illy-sur-Somme, là aux portes d'Amiens, pour créer la première filature de lin et de jute de France. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça me permet encore de dire aussi que si vous voulez de plus longs développements sur le roman, j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres cadres de faire cette promenade littéraire au sein du Marais des Cavins, mais comme l'an dernier, le conseil départemental m'a contacté pour sa manifestation dite du printemps du département, qui aura lieu le dimanche 24 mars. Et une nouvelle fois, je vais faire cette promenade littéraire au sein du Marais des Cavins de Bourdon, donc à proximité d'Angers-sur-Somme et de Flixecourt, où là, j'aurai tout loisir de développer autour du roman En famille, d'en lire des extraits. Alors pourquoi le Marais des Cavins? C'est parce que une grande partie de ce roman se situe au sein des étangs de la Somme, en particulier ce marais, à proximité de Flixecourt, et l'héroïne vit dans une hutte. Je ne vais pas plus loin. Je vous invite, si c'est gratuit,
Il faut seulement réserver parce que les places sont limitées. C'est le dimanche 24 mars. Donc vous voyez, je vous donne déjà un prochain rendez-vous dans une quinzaine de jours. Bref, on avait eu l'occasion d'aller à Dundee et aussi au New Lanark, qui se trouve près de Glasgow. Et Robert Owen, c'est un cas intéressant qui a énormément influencé tous les autres, en particulier Jean-Baptiste Gaudin. D'ailleurs, au sein du New Lanark, il y a un pavillon qui est consacré à Jean-Baptiste Gaudin. Et Robert Owen, c'est vraiment le premier phalanstérien en Europe, et peut-être même dans le monde. C'est en particulier celui qui a créé la première école en Angleterre. Ça au début du 19e, autour des années 1820. Donc il y a fort à parier que Zola, quand il était en exil en Angleterre, a pu aussi avoir connaissance des actions qui étaient menées par les industriels anglais, mais en particulier cet exemple fourriériste de Robert Owen. On sait aussi que Jean Jaurès, un grand admirateur d'Émile Zola, est allé le voir à Londres et a salué chaleureusement la sortie du roman La Révolution sociale. Alors là, je fais parler Jaurès. La Révolution sociale a enfin trouvé son poète. Je parle toujours de Jaurès, qui compare Zola et qui compare cette œuvre à la légende de siècle de Victor Hugo. Là, excusez du peu. Hein. Bon, je laisse chacun juge. Mais il est tellement enthousiasmé par ce roman-travail que Jaurès le compare carrément à la légende des siècles de Victor Hugo, tout en regrettant toutefois que le prolétariat n'ait été le rôle moteur dans la construction de cette société idéale. Zola avait d'ailleurs déclaré à Jaurès en 1898 « Je veux donner tout mon effort à la libération des hommes ». Alors la structure du roman, on a 3 livres. C'est pas divisé en chapitres. Zola a voulu que ce soit 3 livres, peut-être toujours les références à ces 4 évangiles, qui est un peu le corpus de l'ensemble de ses romans. Alors, dans le livre premier, Zola, je vous ai dit, ça peut être de manière quelquefois très manichéenne, mais il décrit une société décadente, agonisante, dans laquelle le travail du plus grand nombre nourrit la fainéantise de quelques-uns, les forces du mal dans lesquelles il englobe les rentiers, les commerçants cupides, les notables, y compris le curé et l'instituteur installés dans leur pouvoir. Par la violence des rapports sociaux, la faim, la misère, il y fait régner une ambiance quelquefois d'apocalypse. Il y expose en contre-plan la vision d'une société nouvelle par le biais du personnage principal, Luc. Dans le livre deuxième, il y a l'émergence justement de cette nouvelle société, la compétition et les confrontations entre l'ancienne société et la nouvelle, ces derniers soubresauts, je parle de l'ancienne, et l'avènement de la science, d'un nouvel ordre social, son développement et sa contagion générale. Dans le livre troisième, il y a l'apogée de la société idéale, de la réconciliation des classes et de la science érigée en dogme. Alors les lieux, 2 aciéries, il y a une qui s'appelle l'Abîme et l'autre qui s'appelle la Crècherie. L'Abîme, on est bien dans cette façon de dénoncer une société qui est en train d'agonir, l'Abîme, avec le Ronfourneau. Je vous ai dit, il s'est inspiré des aciéries du lieu dans la Loire, mais lui situe son roman dans un lieu imaginaire, une ville qui s'appelle Beauclerc. L'Abîme avec ses masures ouvrières, prolongée par une petite ville bourgeoise, et la Crècherie, donc l'autre aciérie, qui devient le siège de la cité idéale ou de la ville idéale que va construire Luc. Alors la compétition entre l'Abîme et la Crècherie n'est pas sans rappeler le roman de Jules Verne, publié en 1879, c'est-à-dire une vingtaine d'années avant le roman-travail de Zola. C'est un roman que vous connaissez peut-être et qui est fort intéressant également à lire, qui s'appelle Les 500 millions d'Abégone, si vous connaissez. Et dans ce roman de Jules Verne, dont l'action se déroule aux États-Unis, Verne y oppose 2 villes, Franceville du docteur Sarrazin, Froment, Sarrazin, toujours un peu dans les mêmes termes,
un Français dont les plus récentes conceptions dans cette ville sont autour de l'urbanisme et de l'hygiène. Et l'opposition se fait avec une autre ville, Salzstadt, qui est une cité acier, une ville-usine dirigée par un Allemand, le Dr Schulz. Et alors, on n'est pas loin, quand il écrit ce roman en 1879, on n'est pas éloigné de la fin de la guerre de 1870, donc il y a ce contexte où Verne oppose, dans les 500 millions d'Abégov, ces deux villes, cette ville un peu totalitaire de l'allemand Schulz, la cité de l'acier, et en opposition, une ville déjà idéale, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, où l'industriel, le docteur Sarrazin, va développer toutes ses thèses hygiénistes. Là aussi, au 19e, il y a eu tout un courant hygiéniste qui a énormément œuvré dans ce domaine, qui a été très productif. Il y a une description dans le roman de Verne, des descriptions des mines de charbon, qui rappelle lui-même d'ailleurs un autre roman qui s'appelle Les âmes noires, que vous connaissez peut-être, ainsi que de la sidérurgie. Alors, je disais, ce roman de Verne qui a été écrit dans le contexte de la guerre de 1870. Donc il est intéressant de voir que les lieux que l'on retrouve dans le roman de Zola, cette opposition entre une ville agonisante, une ville, la ville de l'acierie à Bouclair, et puis cette ville nouvelle que Luc va s'employer à créer. Alors justement, les personnages, je viens de dire, parler du personnage central, un intellectuel qui va convaincre son ami, un ingénieur du nom de Martial Jordan, de ne pas vendre la crècherie, puisque au début du roman, on apprend que ce jeune ingénieur veut vendre son acierie qui décline, et le personnage principal le convainc de ne pas la vendre et de pouvoir la diriger en créant son association Capital, Travail, Talent. Trois termes qu'on va retrouver chez Godin également, et en instruisant les métamorphoses du travail. Alors, Martial Jordan, c'est d'une certaine manière, cet jeune ingénieur, c'est le syncrétisme entre le positivisme, dont je parlerai tout à l'heure, dont les influences par rapport à Zola pour l'écriture de ce roman, et la religion de la science. Alors, il y a ensuite la famille Curignon, qui sont les propriétaires de l'abîme, et leur succédané, le directeur, Benavo et le gendre de Boisgelin, qui est un aristocrate plutôt rentier, qui est le nouveau propriétaire de l'acierie. Alors, je vous ai dit, il y a un certain nombre comme ça de personnages que je cite volontairement parce que Zola quitte, je me répète une nouvelle fois, à les décrire de manière manichéenne, veut vraiment en faire des archétypes pour comprendre le déroulement du roman. Alors, on a donc il y a, en plus de ces personnages, alors je vais répéter peut-être si vous n'avez pas tous entendu, l'intellectuel qui est le personnage central du roman, qui va convaincre son ami, un ingénieur, de ne pas vendre son acierie et pouvoir la diriger en créant son association Capital, Travail, Talent. Il y a donc ce jeune ingénieur qui, lui, est une manière d'allier le positivisme et la religion de la science. On y reviendra sur la notion de positivisme. La famille Curignon, qui sont les propriétaires de l'abîme. Il y a un syndicaliste collectiviste qui s'appelle Bonheur. Son beau-frère Ragu, que Zola définit comme le pur produit du sénétariat et de l'âme d'esclave, qui ne rêve que de remplacer le patron. Il y a le beau-père Luno, qui est résigné et fataliste. Zola lui fait dire « il n'y a plus de bon Dieu possible si l'on tape sur ceux qui ont de l'argent ». Il y a aussi l'anarchiste Lange qui veut tout détruire. En fait, dans ce roman, d'une certaine manière, Zola veut évoquer toutes les écoles socialistes, toutes les écoles qui vont intervenir dans le débat tout au long de ce 19e siècle. Donc on a un portrait
de tout ce qui est le collectivisme, l'anarchisme, la réforme, etc. Je ne peux malheureusement pas développer parce que je suis contraint par le temps. Alors on a aussi chez les ouvriers le maître fondeur Morphin qui vit dans une caverne au plus près de son haut fourneau et ne veut pas éteindre le fourneau justement. Là on a un peu le mythe de Prométhée si j'ose dire. D'ailleurs il va mourir là au sein de cette caverne parce qu'il ne veut pas quitter son outil de travail auquel il était tellement attaché. On a la description de l'ouvrier complètement sans jeu de mots qui se fond avec son outil de travail. Alors, les femmes aussi dans le roman, qui ont des rôles importants. Alors, on a Josine, qui est la compagnon de l'ouvrier Agus, celui dont je vous disais que Zola décrit comme une âme d'esclave. Alors, cette Josine deviendra la femme du héros par la suite, la femme de Luc. On a Suzanne, qui est l'épouse du parasite, si j'ose dire, entre guillemets, Boisgelin, le propriétaire de l'abîme, et qui est ami de Luc. On a la sœur de l'ingénieur, Jordan Seren. Alors ces trois femmes, elles ont un rôle assez important dans le roman parce qu'elles sont décrites comme trois fées qui vont entourer Luc dans ses projets, en opposition à une autre femme, qui elle est l'épouse infidèle du directeur de l'abîme, laquelle, par son adultère, va provoquer le dernier drame qui, de manière symbolique, met fin, dans le livre premier, à la dynastie des Curilions. Pour Zola, la femme est la collaboratrice de l'homme, la compagne fidèle, l'égale, conciliante et dévouée. Ce sont les propos de Zola. Alors, on a vu les propriétaires, on a vu les personnages principaux, il y a aussi les notables dans le roman. Alors le maire, le sous-préfet, le président du tribunal, on a l'abbé Marle et l'instituteur Hermeline qui sont toujours en train de se corréler par rapport à l'éducation autour de la notion de châtiment et de récompense, mais finalement qui vont se réconcilier quand ils vont battre les théories avancées par Luc. En termes d'éducation, je vous lirai un passage tout à l'heure qui sera beaucoup plus explicite. Alors on a un certain nombre dans le roman de situations dramatiques, de scénarios vraiment dramatiques. Alors chez les Curilions, il y a une volonté délibérée de Zola de montrer une succession de drames, toujours dans l'esprit d'une société agonisante, d'une société où se mêlent les intrigues passionnelles aux situations sociales. Alors, c'est suicide, duel, folie, accident, meurtre. Vraiment, si vous lisez ce roman, vous ne risquerez pas de vous ennuyer. Il y a l'arrivée naturellement de Luc, qui lui est celui qui traverse tout le roman et qui apporte l'ère nouvelle, malgré quelques difficultés. On a vu que dans le livre deuxième, il va y avoir la confrontation entre les deux Assyries, entre l'ancienne société, l'abîme, et la nouvelle société que Luc veut créer. Donc, on lui attend un procès parce qu'il aurait dévié le cours d'une rivière, donc c'est une façon d'essayer de se débarrasser de lui. Il y a l'extinction du haut fourneau à la crècherie, et le maître fondeur dont je vous parlais à l'instant, qui ne se résout pas à cette extinction, parce que l'ingénieur Jordan a trouvé le nouveau procédé de la fonte du minerai de fer par l'électricité. Donc voilà, on a cet ouvrier qui a du mal à accepter ce changement. On a l'adultère de la femme du directeur qui va provoquer l'incendie dont je viens de vous parler un instant. Et jusqu'à la fin, bon là on est vraiment toujours... c'est un passage assez incroyable où le fondateur de l'abîme, le premier de toute la saga des Curilions, Jérôme, était paralytique et il n'avait plus l'usage de la parole. Mais à un moment donné, il retrouve la parole et il invite toute sa famille à le rejoindre. Et il a cette phrase qu'il répète sans arrêt: il faut rendre, il faut rendre, il faut rendre. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, tout ce qu'il pense avoir acquis, peut-être
indûment par le travail des ouvriers, ben, il faut leur rendre. Donc il y a plusieurs pages où on a ce paralysé qui d'un seul coup retrouve la parole et abjure ses successeurs, il faut rendre, il faut rendre. Alors, les influences de Zola pour l'écriture de ce roman, alors au début, il y a aussi, toujours pour revenir au personnage principal, Luc, qui va être hébergé à un moment donné chez un docteur Michon, et qui, en ouvrant la bibliothèque, va découvrir un certain nombre d'ouvrages dont Zola va s'inspirer pour l'écriture de son roman, quitte à les nommer également dedans, faisant partie de la bibliothèque de ce fameux docteur. Alors il y a Fourier, il y a Proudhon, il y a Cabet, il y a Saint-Simon, il y a Auguste Comte. Donc dans cette bibliothèque, ce sont autant d'ouvrages que Zola va reprendre au nom des livres qui vont influencer le roman. Alors, j'imagine bien sûr que ce sont des noms que vous connaissez, y compris leur philosophie, mais pour être dans la cohérence du propos du roman. Alors, Charles Fourier, qui est vraiment celui qui est la source d'inspiration principale, qui est le promoteur du phalanstère et du socialisme coopératif, malgré des échecs aux États-Unis, je parle des phalanstères, mais un succès autant à Guise qu'à Bruxelles. D'ailleurs, en juin 1901, les disciples de Fourier ont organisé un banquet en l'honneur de Zola et du roman Travail. On a Pierre-Joseph Proudhon. Petite anecdote, pour ses idées subversives, Pierre-Joseph Proudhon s'est trouvé enfermé à la citadelle de Doulan d'avril à mai 1850. Voilà, c'est la petite anecdote samarienne. Alors, Proudhon, c'est le penseur du socialisme libertaire, un des premiers théoriciens du fédéralisme, de la libre association des communes, mais aussi de la jonction entre l'ouvrier et le paysan. C'est aussi celui qui promeut l'abolition de la monnaie, en préférant les billets de change. Alors, toujours dans la bibliothèque et les sources d'influence de Zola, on a Étienne Cabet, un socialiste utopique qui a publié le plan d'une cité idéale, qu'il appelle Icari, avec cette communauté, selon Cabet, qui serait créée. On est toujours dans la cité idéale, qui va trouver d'autres noms, autant dans le roman que chez ses penseurs, la cité du bonheur, la cité heureuse. On est dans le schéma utopique. Et d'ailleurs, à la fin du roman, on est vraiment dans l'harmonie universelle. Si j'ai l'occasion, j'en lirai quelques passages. Donc, pour Étienne Cabet, cette cité idéale, il n'y aurait plus de pauvres, plus d'oisifs, plus de crimes, plus d'impôts, plus de police, plus de guerre. On est dans le monde idéal, quoi. Alors, et Étienne Cabet imagine même que les machines pourraient un jour remplacer les hommes. Saint-Simon, c'est un philosophe prenant le progrès par l'industrie. C'est un socialisme utopique associant les industriels, les scientifiques, des artistes, des intellectuels, des ingénieurs, dans une société fraternelle qui administrerait la France. Et il prend d'ailleurs un véritable parti industriel. Auguste Comte, qui est disciple de Saint-Simon, et même son secrétaire, est le fondateur du positivisme, dont on a parlé tout à l'heure à propos de Martial Jordan, l'ingénieur décrit dans le roman. Pour lui, le positivisme, c'est un évolutionnisme par la science, l'établissement d'un nouvel ordre social, politique et moral. D'ailleurs, Auguste Comte a beaucoup influencé la sociologie, ainsi que Jules Verne, pour l'écriture de ses voyages extraordinaires. Et puis, alors, on a aussi, j'ai rajouté, dans les influences, puisque Zola connaissait l'expérience de Gaudin à Guise, qu'il critiquait néanmoins, j'en parlerai, il la connaissait, cette expérience. Je n'ai pas trouvé d'indication pouvant laisser supposer que Zola serait venu visiter le palais social, le familistère de Guise. Mais néanmoins, il le connaissait et il en a même critiqué
critiqué le manque de démocratie et de participation des ouvriers, ainsi que la prison de verre, je reprends le terme de Zola, du palais social. Il trouvait qu'il y avait un enfermement, qu'il y avait peu de place pour la liberté et l'intimité. Ce sont les propos de Zola. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'était des passages, le temps me le permet peut-être, que je vais pouvoir lire. Finalement, je suis allé plus vite que je ne pensais, mais ça laissera de la place peut-être pour de plus longs développements si vous le souhaitez. J'avais fait en sorte vraiment, peut-être même qu'à un moment donné, je suis allé un peu vite. Ce qui est intéressant dans le roman, c'est un certain nombre de prémonitions. Ça m'a énormément impressionné. C'est que, bon, peut-être à l'instar aussi de Jules Verne, Zola, dans ce roman, imagine, puisqu'on va vers l'Eldorado, vers une ville idéale, vers une société fraternelle, vers une harmonie universelle, il imagine aussi un certain nombre de conquêtes scientifiques, la navigation aérienne et la conquête de l'espace, la communication sans fil ni câble, c'est quand même écrit en 1900, l'alimentation sortie des laboratoires, l'énergie solaire, en particulier pour les serfs qu'on retrouverait dans cette cité heureuse que Luc a fondée, les transports électriques. Et alors, à la fin, il y a vraiment, alors là, je vais vous les lire, c'est quand même écrit, je vous dis, en 1900, et pour nuancer peut-être son propos et montrer les derniers soubresauts qui vont interférer et agir contre l'avènement de cette nouvelle société idéale, c'est les collectivistes qui prennent le pouvoir. Et c'est l'État qui devient à ce moment-là le maître du jeu. Et pour conclure, il imagine même une guerre en Europe centrale. Donc là, c'est vraiment absolument impressionnant d'avoir ce type de réflexion par rapport à ce que nous pouvons connaître. Alors, j'espère que ça a été quand même assez cohérent le propos, j'espère, mais peut-être que là, les questions, le débat qui peut suivre permettra. Oui, je disais tout à l'heure, pour revenir à la cohérence du propos autour du livre En famille d'Hector Malot et le début du roman de Zola, pour montrer le prolongement que Zola veut faire, c'est-à-dire aller au-delà de la création d'œuvres sociales, mais aller vers l'utopie. On a donc le maire, je vous ai dit tout à l'heure, qui était propriétaire d'une industrie, d'une aciérie. J'ai tout fait pour les travailleurs dans ma fabrique. Des caisses de secours, des caisses de retraite, des habitations à bon marché, toutes les douceurs imaginables. Alors quoi, que veulent-ils de plus? C'est la fin du monde, n'est-ce pas, monsieur Delaveau? Delaveau étant le directeur d'une autre industrie. Alors, cette cité idéale, on y trouve des maisons communes, des bibliothèques, des musées, des asiles de protection et de refuge, des magasins généraux immenses, des entrepôts et des greniers capables de contenir la vie et l'entretien des nations fédérées. L'usine de la crècherie, fondée sur l'association du capital, du travail et de l'intelligence mise en action avec le partage des bénéfices, il la montra en lutte avec l'autre usine, l'abîme, la forme barbare du salariat, finissant par la vaincre, la remplaçant, conquérant peu à peu le vieux Beauclerc misérable du flot victorieux de ces petites maisons blanches, si gaies, si heureuses. Puis il compta comment, par imitation, par nécessité, les autres usines du voisinage étaient venues se fondre dans l'association première. Comment d'autres groupes s'étaient fatalement créés.
le groupe du vêtement, le groupe du bâtiment, tous les métiers du même ordre se syndiquant peu à peu, toutes les espèces, toutes les familles se rejoignant, s'unissant à l'infini. Alors la double coopération de production et de consommation avait achevé la victoire, et le travail en se réorganisant sur ce vaste plan, cette mise en pratique de la solidarité humaine avait fait sortir de terre la société nouvelle. On ne travaillait que 4 heures et d'un travail librement choisi, qui pouvait varier sans cesse pour rester attrayant, car chaque ouvrier avait plusieurs métiers, dont l'exercice lui permettait de passer d'un groupe dans un autre. Ces métiers se servaient logiquement comme la structure même du nouvel ordre social. Le travail régulateur, unique loi de la vie. Les machines, les ennemis d'autrefois, étaient devenus des esclaves dociles, chargés de gros efforts. À 40 ans, le citoyen avait payé sa dette de travailleur à la cité. Il œuvrait seulement pour sa joie personnelle. Et tandis que la coopération de production faisait ainsi naître cette société de justice et de paix basée sur le travail consenti par tous, la coopération de consommation avait condamné le commerce à disparaître. Rouage inutile, mangeur d'énergie et de gains, le paysan donnait son blé à l'ouvrier industriel qui donnait son fer et ses outils. Des magasins généraux centralisaient les produits, les distribuaient directement, selon les besoins. Des millions et des millions se trouvaient gagnés de la sorte, depuis que rien n'en était détourné au passage par l'agio et par le vol. Toute l'existence se simplifiait. On tendait à la disparition complète du numéraire, à la fermeture des tribunaux et des prisons, les questions d'intérêt privé cessant de se produire, de jeter l'homme sur l'homme, dans une folie de fraude, de pillage et de meurtre. Pourquoi le crime désormais, puisqu'il n'y avait plus de pauvres, plus de déshérités, on retrouve Calais, puisque la paix fraternelle s'établissait chaque jour davantage entre les citoyens, convaincus enfin que le bonheur de chacun était fait du bonheur de tous. Une longue paix régnait, l'impôt du sang avait disparu comme les autres impôts, plus d'octroi, de contribution, plus de prohibition, la liberté totale de production et d'échange, et depuis surtout que les parasites étaient supprimés, les innombrables employés, fonctionnaires, magistrats, hommes de caserne d'église, qui suçaient autrefois la vie du corps social, une formidable richesse s'était déclarée, un si prodigieux entassement de biens que d'année en année, les greniers devenus trop étroits craquaient sur l'abondance toujours accrue de la fortune publique. Digérer tout ça, hein, c'est l'utopie poussée à son maximum. Un petit passage aussi, si je le retrouve, j'avais trouvé intéressant sur l'éducation. Luc avait écouté les débats entre l'abbé Marle et l'instituteur Hermeline, qui chacun, je vous ai dit, ils se querellaient par rapport à ce que devait être l'éducation. Luc les avait bien écoutés, et il parle. La faute dans nos écoles est de partir de cette idée que l'homme est mauvais, qu'il apporte en naissant la révolte et la paresse, et qu'il faut tout un système de châtiment et de récompense, si l'on veut tirer quelque chose de lui. Aussi a-t-on fait de l'instruction une torture. L'étude est devenue aussi rude à nos cerveaux que les travaux manuels à nos membres. Nos professeurs ont été changés en garde-chiour du bagne universitaire, dont la mission est de pétrir les intelligences des enfants selon les programmes, en les coulant toutes dans le même moule, sans tenir aucun compte des individualités diverses. Ils ne sont plus que des tueurs d'initiative, ils écrasent l'esprit critique, le libre examen, l'éveil personnel des talents, sous la main des idées toutes faites et des vérités officielles. Alors, toujours dans le même esprit, on ne courbait plus en esclave sur des dogmes indiscutables. On ne lui imposait plus la personnalité tyrannique du professeur. C'était à son initiative qu'on demandait de découvrir la vérité, de la pénétrer, de la rendre sienne. Il n'existe pas d'autre façon de faire des hommes. Toute l'énergie individuelle de chaque élève en était éveillée, accrue. De même, on avait supprimé les châtiments et les récompenses. On ne comptait plus sur les menaces ni sur les caresses pour forcer les paresseux au travail. Il n'y avait pas de paresseux, il n'y avait que des enfants malades, des enfants comprenant mal ce qu'on leur expliquait mal,
des enfants dans les cerveaux de qui on s'obstinait à faire entrer à coups de férule des connaissances pour lesquelles ils n'avaient aucune aptitude. Et il suffisait, si l'on voulait n'obtenir que de bons élèves, d'utiliser l'immense désir de savoir qui brûle au fond de chaque être. La curiosité inextinguible de l'enfant pour ce qui l'entoure, à ce point qu'il ne cesse de fatiguer les gens de ces questions. L'instruction n'était plus une torture, elle devenait un plaisir toujours renouvelé. Les écoles étaient devenues un monde, occupant maintenant des constructions éparses à côté de la maison commune, car plusieurs milliers d'enfants y suivaient les cours. Pour éviter l'embassement toujours nuisible, il y avait créé des divisions nombreuses, ayant chacune leur pavillon, dont les baies ouvraient sur les jardins. Et c'était comme une ville de l'enfance et de la jeunesse, depuis les tout petits au berceau jusqu'aux grands garçons et grandes filles qui sortaient d'apprentissage après avoir passé les 5 classes, où une instruction et une éducation intégrale leur étaient données. Alors, dans la vision de Luc, il prend une école mixte et en même temps, il accentue la notion d'apprentissage des travaux manuels, en plus des travaux intellectuels. Alors, pour terminer sur ce que je vous indiquais tout à l'heure, sur d'autres expériences qui ont été menées dans le monde et que Zola veut montrer comme étant lui sa meilleure solution, c'est ce qu'un visiteur, un voyageur raconte. Un voyageur m'a fait ce récit. Dans une grande république, les collectivistes sont venus les maîtres du pouvoir. Pendant des années, ils ont mené la plus acharnée des batailles politiques pour s'emparer des chambres et du gouvernement. Et légalement, ils n'ont pu y parvenir. Ils ont dû faire un coup d'État. Lorsqu'ils se sont sentis en force, certains de trouver un appui solide dans le peuple. Dès le lendemain, ils ont appliqué leur programme entièrement à coup de loi et de décret. L'expropriation en masse a commencé. Toute la richesse privée est devenue la richesse de la nation. Tous les instruments de travail ont fait retour aux travailleurs. Il n'y a plus ni propriétaire ni patron. L'État seul a régné, maître de tout, à la fois propriétaire, patron, régulateur et distributeur de la vie sociale. Dans la crise affolée des peuples, gros de la société future, une moitié de l'Europe s'était jetée sur l'autre, et les continents avaient suivi. Des escadres se heurtaient sur tous les océans pour la domination des eaux et de la terre. Pas une nation n'avait pu rester à l'écart. Elles s'étaient entraînées les unes aux autres. 2 armées immenses entraient en ligne, toutes brûlantes des fureurs ancestrales, résolues à s'écraser, comme si par les champs vides et stériles, il y avait sur 2 hommes un homme de trop. Et les 2 armées immenses de frères ennemis se rencontrèrent au centre de l'Europe, en de vastes plaines où des millions d'êtres pouvaient s'égorger. Sur des lieux et des lieux, les troupes se déployèrent, suivies d'autres troupes de renfort, un tel torrent d'hommes qui, pendant un mois, la bataille dura. Je trouve que c'est la fin de ce roman, qui est écrit quand même plus de 10 ans avant la Première Guerre mondiale, c'est assez incroyable. Donc voilà, je vous ai lu quelques passages pour essayer de conforter ce que j'avais pu dire autour de ce roman, son esprit, sa genèse, ses influences, les personnages, dont je vous ai dit que tous étaient des archétypes montrant ce que Zola voulait signifier dans son roman. En fait, que ce soit à travers le roman de Malo ou le roman de Zola, ce qu'il faut voir, c'est qu'au XIXe siècle, pour reprendre le préambule du début de la conférence, l'idée, ça a toujours été de trouver une troisième voie entre le libéralisme, prôné par Smith, puis plus tard par le roi de Beaulieu, etc., les économistes libéraux, et ce qu'il appelait les révolutionnaires, et en particulier les marxistes, puisque finalement le terme socialiste utopique, ce sont
Marx et Engels qui ont inventé ce terme en opposition au socialisme scientifique. C'est eux qui ont inventé le terme de socialisme utopique. Et donc c'est cette recherche de troisième voie, de l'association du capital et du travail, de la réconciliation des classes, et comme je disais, toutes les autorités économiques, philosophiques, j'espère que j'ai pas été trop vite tout à l'heure, politiques et autres, et même les écrivains, les autorités religieuses, parce que faut savoir que quand Malo écrit son roman en 1892, l'année précédente, l'injonction aux industriels de faire des réalisations sociales est venue du plus haut par l'encyclique extrêmement célèbre du pape Léon XIII, Rerum Novarum, qui est une véritable injonction à dire faites des œuvres sociales, intervenez pour la réconciliation des classes sociales. Il faut avoir en tête de faire des logements, des crèches, etc. Donc la démonstration, si je me suis bien comporté cet après-midi, c'est de montrer que ces deux romans, dont l'un est vraiment celui qui va le plus loin dans la démonstration de cette réconciliation, de cette harmonie universelle, c'est cette idée de se situer à mi-chemin entre les libéraux et les révolutionnaires, de trouver une troisième voie qui serait l'association du capital, du travail et du talent, comme Godin a pu le faire. Peut-être qu'on aura le temps d'évoquer Godin tout à l'heure, éventuellement dans les questions. Pourquoi j'ai choisi délibérément ces deux romans, à la demande d'ailleurs des organisateurs, c'est parce qu'en travaillant sur ce thème, c'était une façon d'illustrer quelque chose qui nous est proche. Et je dis souvent, finalement, la Picardie est la seule région de France, la seule région où on a à 100 km de distance des industriels qui, par des voies différentes, ont œuvré pour une gouvernance sociale. On a le paternalisme chrétien chez les Frères Saints, ou protestant chez Carmichael à Illy-sur-Somme ou chez Cosserin-Agna. Et à 100 km de distance, avec Lise, on a l'expérience du familistère de Godin. Voilà, comme ça se situait dans notre région Picardie, j'ai trouvé que pour cette démonstration, les deux romans étaient bien appropriés, puisque ça nous permettait d'illustrer deux lieux que nous connaissons. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop mal débrouillé. Et si vous voulez, si tant est que je puisse répondre, apporter des compléments d'information sur ce que j'ai pu dire. Je vous demande encore une nouvelle fois de m'excuser d'avoir lu des notes, parce que j'avais vraiment à cœur, et je crois que je suis dans le temps. J'avais promis de ne pas dépasser une heure, je suis dans le temps, alors peut-être que j'ai peut-être été à un moment donné un peu trop vite, et peut-être que la lecture de notes n'est pas forcément le meilleur moyen de communication, voire de communion, pour reprendre toujours l'atmosphère de cet après-midi, en particulier autour du roman de Zola, mais avec le biais des questions, peut-être qu'on pourra le faire. Eh bien, la parole est maintenant à vous. Bonjour, un grand merci. Vous avez évoqué les réalisations alinoises et de la région de Picardie psychologique. Mais moi, je viens d'une entreprise textile de Lille. Et ce que vous me dites, ça m'a beaucoup touché parce que nous étions, propriétaires de plusieurs entreprises dans le textile, à Roubaix-Tourcoing. Et effectivement, on a mis en place une politique de construction pour héberger les ouvriers. Mais il ne faut pas oublier que c'est surtout pour ne pas trop loin de l'entreprise. Donc, si vous voulez, peut-être que Zola l'a sous-entendu, quand les patrons accordaient des avantages, il y en avait, derrière cela sous-tendait des idées
soit pratique et rentable pour l'entreprise. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je ne suis pas un défendeur de... Par contre, alors, je voulais vous poser une question par rapport à Rémi Novaro. Est-ce que Zola un peu en fait mention dans son livre? C'est la question que je vais vous poser, en plus de mon témoignage que je viens de donner dans notre région de l'île Rouet-Tourcoing, où on a eu quand même quelques avancées sociales, mais toujours sous couvert, il faut que ce soit un donnant-donnant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Et franchement, il faut aller au-delà des jugements de valeur, et tous ceux qui ont eu l'occasion de m'accompagner dans des visites, je dis toujours, j'essaie d'avoir le regard le plus objectif possible, pas neutre, parce que chacun ou chacune d'entre nous parle toujours de son vécu, de son statut social, du milieu dans lequel il ou elle est né, etc. Bon. Mais quand on a la prétention de faire un travail scientifique, universitaire, moi, ça fait plus de 30-35 ans que je nourris une passion pour le patrimoine industriel, ce qui a provoqué chez moi le souci et le souhait de refaire tout un cycle universitaire, et en particulier de le consacrer à ce qu'on a appelé communément le paternalisme Saint-Frère. Donc ce sont en effet des termes, ce que vous signalez, qui m'ont toujours beaucoup intéressé et passionné. Et donc j'essaie de mettre de la distance en sachant que l'on parle du 19e siècle, même si les questions sont récurrentes et que la question sociale, on pourrait toujours dire qu'elle est toujours présente dans notre société actuellement, mettre à distance les faits, les événements, se garder des jugements de valeur, mais ce m'intéresse beaucoup votre remarque, parce qu'il est vrai que le souci aussi des industriels, c'était d'avoir une main-d'œuvre à proximité. Quant au 19e, elle était assez volatile, qu'elle pouvait, par le biais de la concurrence, aller travailler dans une autre entreprise, voire les travaux agricoles pendant l'été. Et donc, pour attacher un peu plus l'ouvrier à l'entreprise, en effet, il y a eu des logements qui ont été créés à proximité. Donc, c'était, pour reprendre leur terme, une œuvre de bienfaisance. Et je vous dis, surtout, je ne suis pas dans le jugement de valeur. Je suis dans l'analyse des faits, de ce qui s'est réalisé. Par exemple, chez nous, dans la vallée de la Nièvre, on disait que c'était une œuvre de bienfaisance, que c'était... Et c'était vrai. Pour mes aïeux qui sont arrivés du monde rural dans le Pas-de-Calais pour venir travailler dans les usines de la vallée de la Nièvre, il y a eu un progrès incontestable en termes d'habitat. Ça, c'est vrai. Mais avoir la maison près de l'usine, c'était aussi une façon d'encadrer, de surveiller, de contrôler, de moraliser. Les thèses hygiénistes qui se sont développées au XIXe siècle autour de Villermé et d'autres, j'ai peur aussi de partir dans d'autres analyses plus longues qui vous ennuieraient, mais les thèses moralistes, elles étaient très très importantes. Je veux dire, il y a eu une vision morale de ce qu'on voulait mettre en place au niveau de la protection des ouvriers qui était extrêmement importante. On était dans un discours moralisateur. C'est tellement vrai que quand les jardins ouvriers ont été créés par l'abbé Lemire, qui a été, vous le savez, député de Dunkerque, voilà, l'idée c'était quand même de retenir l'homme dans son foyer pour qu'il n'aille pas au cabaret le dimanche. Donc c'était ça aussi. Je veux dire, je pourrais là tenir des heures dans ce domaine-là, parce que tout ce qui a été fait, y compris sur le temps de travail des enfants, des femmes, tous les discours, je vous assure que j'ai lu des textes du 19e, puisque j'ai eu l'opportunité de me rendre à Paris. Je pense qu'il existe toujours, il y a un musée social qui se trouve rue Lascaise à Paris. J'ai consulté pas mal d'archives, parce que avant de traiter du cas Saint-Frère, j'ai voulu faire tout un travail d'exploration de ce qu'avait été ce courant de pensée au 19e. Là, j'avais déjà parlé à André, je vous assure que j'ai lu comme un malade à cette époque-là. J'ai été jusqu'à le faire
y compris les encycliques. Je parlais tout à l'heure de l'encyclique du pape Léon XIII, mais je voulais comprendre ce qu'avait été ce courant de pensée dont j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été organisé, structuré, théorisé. Et c'est en comprenant ce qui s'était passé sur le plan français que j'ai pu comprendre ce qui s'était déroulé dans la vallée où je suis né et où j'habite. En sachant quand même, c'est pour ça que j'ai donné la précision, qu'il faut mieux parler de paternalisme chrétien parce que les protestants ont été les premiers à l'œuvre. En fait, c'est un courant qui est venu de l'Est de la France, qui a pris naissance du côté de Mulhouse, qui copiait leurs voisins allemands, et ce sont les protestants, par exemple avec l'exemple que je citais tout de suite, la de 9+, qui a gagné le Nord, chez vous, qui a gagné le Nord, et qui, au fur et à mesure qu'il descendait un peu plus vers nous et vers la Normandie, devenait, allez, entre guillemets, pour ne pas tomber au plus dans des termes qui pourraient être caricaturaux, plus laïques, si vous voulez. Mais en tout cas, vous avez tout à fait raison en disant que derrière la volonté d'apporter une amélioration à la condition des gens qui travaillaient dans leurs usines, et ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, parce qu'il faut se replacer au 19e, il y avait aussi la volonté d'encadrer et de moraliser et de surveiller une population. C'est tellement vrai pour ceux qui ont déjà fait les visites dans la vallée, mais je suis toujours disponible pour le faire quand vous voulez, c'est qu'on trouve toujours la maison du contremaître au bout de la cité ouvrière, qui est plus importante. C'est-à-dire que non seulement le contremaître vous surveille au sein de l'usine, mais dans la cité, il a une maison un peu plus importante au bout de la cité qui lui permet d'avoir une vue sur l'ensemble de la vie sociale. Donc ça voilà, il y a une espèce d'encadrement qui se fait. Il aborde les loisirs, et en particulier les sports et jeux picard. Oui, je sais que tu y es très attaché, Pierre-Marie, c'est sûr. Ben, les loisirs, oui, en sachant aussi que là, ils étaient encadrés par l'entreprise. Si on reprend toujours, moi je ne veux pas être partisan, là, ni chauvin, en évoquant que la vallée de la Nièvre. Mais les loisirs, c'était aussi une façon d'encadrer la vie hors l'usine. Et c'est pour ça que toute une vague de création d'harmonie, de fanfare, de stade, enfin tous les sports que tu connais bien, ont été créés aussi après qu'il y ait eu des périodes un peu plus difficiles d'affrontement entre les ouvriers et les industriels. Et c'était toujours une volonté. Alors, ça m'embête de le présenter comme ça, parce que je m'aperçois qu'en le disant comme ça, oui, c'est très caricatural. On dit qu'il y a une volonté là, de vouloir... mais c'est... Quand la marmite pouvait bouillir un petit peu, ben, la façon de calmer le jeu aussi, c'était voilà, d'intervenir également dans le champ social. Mais là aussi, encore une fois, je dois dire que il y a une ambivalence par rapport à ça. Si vous questionnez des anciens, alors les anciens maintenant ils se comptent de moins en moins nombreux dans la vallée de la Nièvre, ceux qui ont connu la période des frères saints, proprement dit, puisque l'entreprise a été vendue au Willow en 1969, etc., etc. Donc voilà, trouver des gens qui ont connu la période vraiment des frères saints, il ne doit plus y en avoir beaucoup, mais à la limite, la génération suivante, par transmission, c'est pas par hasard que j'utilise ce terme, ils cultivent une certaine nostalgie par à cette époque-là. Et c'est une nostalgie que je peux comprendre, parce que c'était structurant. C'est-à-dire que là, pour reprendre un petit peu ce que j'entends communément dans la vallée, bon, vous connaissez la phrase très célèbre, on naissait saint frère, on vivait saint frère, on mourait saint frère, bon, voilà, un monde complet. On travaille chez saint frère, on est logé par saint frère. Entre parenthèses, les maisons étaient louées. Alors que tout à l'heure, on a vu que Jules Simon, qui a énormément donné d'indications à Hector Malot pour son roman,
sur les fondations d'œuvres sociales et la création de logements, prônait plutôt l'achat. Si vous vous souvenez des phrases du début, il propose, par un système de prévoyance, de plutôt vendre les maisons aux ouvriers, ce qui se faisait chez Carmichael à Issy-sur-Somme. Mais chez les frères Saint, les maisons étaient louées. Donc, voilà, on est logé par nos frères, on travaille chez eux, les enfants vont dans les écoles, les crèches, les colonies de vacances Saint-Frère, on fait du sport, on fait de la musique chez Saint-Frère, bref, un monde complet, un monde structurant. Et comme Michelin à Clermont-Ferrand. Oui, ce qu'on peut retrouver certainement chez Michelin, mais je veux dire, vous savez, au Creusot, chez Schneider, on va franciser le propos quand même, on trouve la même chose. Et il y a eu à un moment donné un vote, mais ça n'a pas eu de suite. La ville du Creusot, je ne sais pas si vous savez, a failli être débaptisée et s'appelait Schneiderville. Je veux dire, nous, on a échappé belle, avec ce groupe. Les boutades, prenez ça vraiment au second degré. Je vous dis, je ne suis pas dans le jugement de valeur. Mais franchement, pour reprendre votre propos, je comprends cette ambivalence de rapport où on cultive une certaine nostalgie par une époque où c'était clair. Tu sors de l'école, tu rentres à la fabrique. Puis quand tu rentres à la fabrique, tu auras de maison. Puis chez les enfants, ils iront à l'école. Voilà. C'est un monde organisé. Je dis bien, pour reprendre un terme sociologique, c'est un monde structurant. Quand il y a eu la chute de l'Empire, forcément, là, c'est une déstructuration complète. Et qu'on a certainement retrouvé chez vous, et qu'on retrouve en effet, probablement, dans d'autres lieux. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne? Je le répondrai après. Oui, je voulais dire, je vous écoutais dire, moi je ne l'ai pas vu, mais bon, alors, il apparaît une sorte de didactisme un peu effrayant dans ce propos. Et puis j'ai l'impression que c'est une compilation de Rousseau, plus la vision de Marx de la société communiste, plus, je pourrais rajouter des plus à n'en plus finir, et puis surtout j'ai pensé à Germinal, et alors là moi je me posais une question par rapport au cycle des Rougon, mais j'ai l'impression que c'est on ne peut pas dire un revirement, mais un virement complet à 180 degrés, parce que là il y a une forme une course à l'espoir qui est peut-être illusoire, mais dans Germinal, c'est totalement l'inverse. C'est un échec complet. Il y a les deux personnages qui s'en vont à la fin. Vous avez Souvlaki, le nihiliste, qui a exercé sa vengeance en quelque sorte. Et puis l'autre, Étienne Lantier, qui part vers Paris, vers une profession de bureau, de révolutionnaire de bureau. On va lui trouver un poste parce qu'on admire ses qualités d'orateur public. Voilà. Comment peut-on expliquer ce virement incroyable de Zola sur une carrière littéraire de, je ne sais pas, quelques années? Là, je ne sais pas, je ne pourrais pas, franchement, je ne sais pas en situation de faire des exégèses sur ce revirement que vous soulignez. C'est vrai que quand on dit travail, on pense forcément à Germinal. Et la façon dont j'ai lu quelques pages tout à l'heure, j'ai eu la crainte, je voulais vraiment qu'on s'inspire vraiment de ce qui avait permis à Zola d'écrire ce roman, mais c'est tellement, comme vous avez dit, c'est tellement se tourner vers quelque chose de plus qu'idéalisé. Là, j'ai eu peur vraiment de le présenter de manière, oui, caricaturale, manichéenne, mais bon, là, j'ai préféré lire ces pages-là parce que vous en présentez ce que j'avais compris de la genèse du projet de Zola,
de ses influences, de la façon dont il a voulu construire sa démonstration, je me disais, en lisant quelques pages, peut-être que je justifierais mieux ce que j'ai dit au préalable de ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire que là, c'est vrai que par rapport à Germinal, dont vous venez de bien parler, oui, le travail, c'est vraiment aller vers un monde utopique. On souhaiterait certainement toutes et tous aller vers l'harmonie universelle, plus de police, plus de crimes, plus de meurtres, plus d'impôts, plus rien. Enfin bon, voilà. On a l'impression que c'est dans l'air du temps aussi, de cette époque. On est dans le courant anarchiste finalement. La disparition de l'État, c'est un des courants parmi d'autres de la pensée des Oui, là où je vous rejoins, c'est que, c'est une critique peut-être tout à fait personnelle, c'est que dans la démonstration de Zola, je parlais tout à l'heure de syncrétisme, j'ai l'impression qu'il a voulu puiser dans tous les courants de pensée, en particulier socialistes, collectivistes, anarchistes, bon, je ne vais pas parler de Kropotkin, mais là, bon, on ne va pas partir dans des... mais on a l'impression qu'il a fait une espèce de fusion entre tout ça pour faire ce roman. Mais vous avez raison, c'est l'air du temps aussi, c'est l'air du temps. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quand même des débats qui traversent toujours probablement les courants de pensée actuels. La réforme, la révolution, ou le libéralisme, etc. Mais c'est vrai qu'un reproche que je pourrais peut-être lui faire, c'est que, et c'est pour ça que je me suis attaché à montrer que chaque personnage qu'il avait choisi était, c'est pas secondaire. Quand vous lirez le roman, je l'espère, j'en ai 2 exemplaires, si ça vous intéresse, que je peux vous proposer. C'est intéressant parce qu'il y a des tas d'intrigues, il y a des tas de rebondissements, bon, c'est intéressant. Mais on a vraiment l'impression qu'il a choisi de manière presque arbitraire de faire de chacun un archétype de ce qu'il veut démontrer. Le collectiviste, l'anarchiste, le réformateur, c'est ça, le bien, le mal. C'est pour ça que quelquefois c'est très manichéen quand même, les forces du bien contre les forces du mal, voilà. Ça va jusqu'à la démonstration de la maîtresse du directeur non, mais plus du directeur qui est la maîtresse de l'aristocrate et qui va provoquer le drame qui met fin au propriétaire de l'abîme, qui est décrite comme quelqu'un de feuille, franchement, voilà, en opposition aux 3 autres femmes qui entourent Luc. Enfin, tout est souvent très manichéen quand même. C'est un pur roman à thèse, contrairement à Germinal. C'est purement du roman à thèse. C'est un pur exposé idéologique. C'est l'utopie. C'est l'utopie. C'est l'utopie. Je vous propose de prendre une dernière question, parce que nous sommes un petit peu pressés par le temps. Nous avons l'Assemblée Générale de la Société qui vient juste après. Oui. À moins que ça rejoigne... Bonjour Monsieur Bern, j'ai une question à vous poser, monsieur. Est-ce qu'il y a une différence entre les coraux des mythes de Zola, Germinal, et Saint-Père, c'est Hector Malot? Il y a une grande différence ou c'est comparable? J'ai pas c'était des liaisons au niveau de Victor. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les corons écrit par Germinal de Germinal et puis l'habitat de Saint-Frère dont on a parlé? Non. D'ailleurs, les gens qui viennent, oui, j'ai bien compris la question, les gens qui viennent visiter les sites ouvrières, parce que j'ai vu, on dit les sites ouvrières, souvent, ça leur fait penser au coron, en effet, des mines. Il y a énormément de ressemblances. Et d'ailleurs, Godin ne voulait absolument pas reproduire ce schéma, ces longs alignements de maisons, ce qu'on peut appeler aussi les courées dans le Nord. Donc Godin ne voulait pas reproduire ça. Mais d'une autre manière, il ne voulait pas reproduire non plus ce qui s'est fait à Noisiel. Ça, c'est un lieu que je vous encourage à visiter, la chocolaterie
d'Émile Justin Meunier à Loisiel, qu'on peut vous citer à certains moments en tant que bâtiment industriel, mais tout l'environnement, les maisons, qui elles, là, sont des maisons 2 par 2, sans vis-à-vis, parce que Meunier avait vraiment une volonté de respecter l'air. Enfin bon, je vais partir dans des démonstrations qui vont être trop longues par rapport à votre préoccupation, mais je veux dire, c'est Gaudin, lui, vraiment ne voulait pas reproduire les cités comme on a chez nous, ou les corons, mais il ne voulait pas non plus reproduire d'une autre manière ce qu'on va retrouver quand même dans le roman, puisque dans le roman Travail, la cité idéale que construit Luc, ça va être ce type de maison, comme on peut trouver à Loisiel. Puisque vous avez compris que Zola critiquait ce que Gaudin avait fait à Guise. Il trouvait que c'était, pour reprendre ces termes, une prison de verre. Mais c'était une volonté aussi, vous savez, je termine là-dessus, c'était aussi une volonté de Gaudin, c'est-à-dire l'autocontrôle, l'autodiscipline. Donc une surveillance faite carrément par les habitants eux-mêmes. Et c'est vrai que, je termine vraiment là-dessus, quand je fais une visite et qu'on me dit « Oh mon Dieu, on voit les cités ouvrières, cette promiscuité, pour ne pas dire cette promiscuité entre les maisons, etc. » Mais franchement, alors là peut-être un peu par chauvinisme, je me dis quand même, quand on est au sein du palais social et qu'on voit ces galeries, où est aussi l'intimité, où est... voilà, quoi. Mais bon, là, c'est d'autres débats, voilà. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, et pour vous montrer qu'effectivement la question sociale, ben, on y est toujours, allez voir la Cité radieuse de Le Corbusier. Et sous l'angle politique, tout à l'heure vous faisiez un tracé d'un terrible géographique de notions. Ah bah oui. Je ne sais pas s'il va fonctionner, si ça fonctionne. Non. Donc je vais parler plus fort. Allez voir les textes qui décrivent quelque chose que les Amiénois connaissent très très bien encore, pour malheureusement peu de temps. Allez voir les textes sur les sociétés coopératives ouvrières de production, dont une des plus connues ici s'appelait, parce que ce n'en est plus une, le Courrier Picard, et vous verrez des choses qui illustrent très bien les idées politiques dans le bon sens du terme qui vous ont été exposées, y compris au niveau de l'habitat, ce qui est peu connu. Alors, pour ceux de cette période des années, disons, du 19e siècle intéressent, vous avez à Amiens des archives qui sont tout à fait intéressantes, qui sont celles de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens, puisque les secrétaires généraux successifs tenaient à la main des registres. Et vous y trouverez notamment l'histoire d'un certain nombre d'institutions amiénoises, comme vous avez beaucoup parlé de logement, c'est bien, mais il y avait également tout un courant en matière d'éducation, notamment d'éducation professionnelle. Amiens a été parmi les premiers à se doter d'une société industrielle, comme celle de Mulhouse. Tout à fait. Julien était correspondant de l'époque. Il faut insister également sur un aspect qui est l'aspect un peu laïque de ces interventions des industriels de l'époque par rapport aux gens du Nord, et plus dans la filière chrétien social. Ici, on était un peu plus. en tout cas, nous remercions. Je vous donne rendez-vous avec 2 conférences, parce qu'on en a une qui arrive très très vite, là, le 23 mars. Olivier Angelard nous parlera au Théâtre des Cabotans, hein, pas ici ni au musée, de la chanson picarde en particulier, qui a un parallèle avec le Petit Quinquin. Et le 13 avril, au musée, Christiane Lemay et Buterme nous tiendra informés des festivités amiénoises qui ont été mises en place pour l'érection de la statue de Ducange, que tout le monde connaît. Vous pouvez rester, pour ceux qui le peuvent, à l'Assemblée Générale des Antiquaires. Merci.